Merci beaucoup. Je crois que j'ai un double défi. Déjà, le premier, c'est de parler après la qualité de la présentation de M. Butui, mais également de garder l'assistance éveillée après un repas qu'on vient de prendre tout à l'heure. Ce n'est pas évident. Je tâcherai d'être focus et d'aller très vite. Merci beaucoup. Donc, je me représente. Mon nom, c'est Lamine Samaké. Je l'ai dit ce matin. Je suis malien d'origine. J'ai grandi à Bamako et après, je me suis installé à Dakar pour les études et j'ai continué à travailler au Sénégal au sein d'un think tank ouest-africain qui s'appelle IPA, Initiative Prospective Agricole et Rurale, que j'aurai l'occasion de présenter rapidement avant de venir sur la thématique eau et changement climatique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des ressources en eau pour l'adaptation face au changement climatique. Et le plan que je propose, c'est de parler rapidement de l'initiative prospective agricole et rurale, après d'aborder les questions de changement climatique et ressources en eau. Je pense que M. Butui est revenu sur ça, donc je n'aurai pas beaucoup de choses à faire à ce niveau. Après, je vais parler un peu de l'eau et de l'adaptation, et présenter quelques initiatives de gestion de ressources en eau au niveau africain et aussi au niveau du Sénégal, et après faire une petite conclusion et quelques recommandations. Donc, l'IPAR, qui est un think tank ouest-africain, et l'initiative prospective agricole et rurale, un espace de réflexion, de dialogue et de proposition de politique agricole et rurale concertée au Sénégal et dans la région ouest-africaine. Donc, notre mission au niveau de l'IPAR, c'est de contribuer au développement économique et social du Sénégal, mais également de la sous-région. Et par la création d'un espace de dialogue et de débat adossé sur une recherche stratégique et prospective rigoureuse. Et qu'on travaille beaucoup avec différentes parties prenantes, aussi bien les politiques, les décideurs, d'autres think tanks et centres de recherche, mais aussi avec la population au niveau de la base. Donc on aborde un certain nombre de thématiques, notamment la transformation structurelle de l'agriculture, la migration et l'emploi des jeunes, changement climatique, les objectifs de développement durable et la gouvernance des ressources naturelles et foncières. Moi je suis le responsable de la thématique changement climatique qui nous réunit aujourd'hui. Et ce qui m'amène directement à la question changement climatique et eau. Les changements climatiques, comme on l'a dit ce matin et depuis longtemps, sont au cœur maintenant des échanges et des discussions au niveau international. Donc, on voit que ces changements climatiques ont des impacts sur l'ensemble des secteurs. Mais si on prend le secteur de l'eau, on voit qu'il y a un impact fort et plusieurs études scientifiques l'ont prouvé, notamment sur le cycle de l'eau. On voit que par rapport aux nappes souterraines, il y a des diminutions par rapport à tout ce qui est ruissellement, les précipitations. Tous ces points ont été affectés par les changements climatiques. Donc les disparités de répartition des ressources en eau vont s'amplifier à cause des changements climatiques. Les changements climatiques dans le cycle de l'eau ne sont pas sans conséquences pour les sociétés, mais aussi sur les écosystèmes. Donc ça aura un impact fort sur l'ensemble de nos secteurs de développement. Maintenant, si nous prenons le secteur de l'eau de manière spécifique, avec les impacts des changements climatiques, comme je l'ai dit, il y a deux types de réponses qui sont possibles. Nous pouvons agir sur l'atténuation, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers l'énergie, c'est-à-dire utiliser les énergies hydriques, utiliser aussi des méthodes qui permettent de diminuer l'émission de CO2, et là, on impacte sur l'atténuation. Mais il faut aussi agir sur les pratiques. Et ces pratiques nous permettent de renforcer la résilience des populations. Et c'est là, donc, comme solution, c'est l'adaptation. Maintenant, cette carte qui montre un peu les pénuries en eau sur 100 ans, depuis les années 50 jusqu'en 2050, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes avec les changements climatiques, notamment sur les ressources en eau. Si nous voyons en 2050, il y aura beaucoup de pays d'Afrique, surtout Afrique de l'Ouest, qui seront impactés par ces questions de changement climatique. Donc il y aura beaucoup de pénuries si rien n'est fait. Et on a parlé également de la disponibilité de l'eau qui est à différencier avec l'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des zones en Afrique où il y a de l'eau, mais la disponibilité, le fait que les populations n'ont pas accès à cette eau-là est crucial. Peut-être c'est lié aux problèmes de moyens financiers, moyens technologiques, et des options politiques qui permettent
véritablement de fournir de l'eau aux populations. Et il y a quelques chiffres du GIEC, notamment la disponibilité à l'eau qui vont diminuer de 20%. Ce n'est pas simplement au Maroc, mais c'est de manière globale au niveau mondial. Et aussi de 50% de nos ressources hydriques disparaissent si la Terre se réchauffe à 4 degrés. Donc ça, c'est des scénarios qui montrent que si nous continuons sur cette voie de réchauffement climatique, il y aura des moments où nous allons perdre plus de la moitié de nos ressources hydriques. Et l'eau est donc le premier facteur dans lequel le réchauffement climatique se fera ressentir. Donc là, je présente un schéma qui est la chaîne d'impact des changements climatiques sur les ressources en eau. Donc on voit un peu les aléas en haut, sécheresse, forte pluie, vagues de chaleur. Et là, si nous voyons les unités d'exposition, c'est-à-dire il y aura les eaux de surface et les eaux souterraines qui seront affectées avec la sécheresse. Il y aura également les ouvrages hydrauliques, il y aura l'usage et les demandes en eau qui seront affectées. Et tous ces éléments auront des impacts potentiels sur la baisse de la qualité de l'eau, la baisse des apports, les conflits par rapport à l'accès à l'eau. Il y a beaucoup de conflits actuellement qui sont liés à l'accès à l'eau. Et sur les autres également, comme les fortes pluies, ils auront également beaucoup d'impacts. Et l'essentiel ici, c'est dire que les changements climatiques vont avoir des impacts sur les ressources en eau. Mais pas que ça. Il y aura également beaucoup d'impacts sur les autres secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie, le transport, la santé, l'élevage et tous les autres secteurs du développement. Donc, l'impact des changements climatiques sur l'eau aura également des impacts sur les autres secteurs de développement. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement trouvé des solutions par rapport à ce point. Et ces impacts sur les autres secteurs également continueraient à augmenter la pauvreté en Afrique, les problèmes de gouvernance, de conflits. Et tous ces éléments-là ne nous permettront pas véritablement de travailler sur les ODD. Et là, je présente rapidement les besoins en eau. Je crois qu'on a abordé ces questions-là aujourd'hui. C'est tiré d'un rapport de l'UEMOA qui montre que les besoins d'eau en boisson varient entre 2 et 5 litres. Et moi, je suis tenté à dire que ça va vers plus les 5 que les 2. Parce qu'avec l'augmentation de la température, les besoins en eau augmentent. Les gens, ils ont tendance à avoir plus besoin de s'hydrater. Mais également, l'usage domestique en eau par jour varie entre 20 et 500 litres. Et pour produire 1 kg de céréales, on a besoin entre 500 et 3000 litres d'évapotranspiration. Vous voyez que c'est énorme. Et sur ces points-là, il y a véritablement des choses à faire au niveau de la recherche, il y a véritablement des choses à faire au niveau de nos options de développement. Et là, je présente également quelques chiffres de la FAO par rapport à l'irrigation qui montrent qu'au niveau mondial, 70% de nos ressources en eau qui sont utilisées pour l'irrigation, pour l'agriculture. Et en Afrique, c'est encore plus élevé. Et cela peut s'expliquer par les moyens que nous avons et les types d'irrigation que nous avons également en Afrique, qui ne permettent pas d'apporter la quantité d'eau optimale à la plante. Parce que souvent, c'est quand on a de l'eau à apporter, on met la quantité qu'on a la capacité de mettre à la plante, et sûrement la plante n'a pas besoin de toute cette quantité-là. Donc ces questions également sont très importantes. Et ce tableau en bas, ce graphique-là en bas montre rapidement, je vais aller vite, qu'en Afrique subsaharienne, plus de 80,73% des ressources en eau sont utilisées dans l'agriculture. Maintenant, je vais aller rapidement sur l'eau et l'adaptation. On dit que l'eau est au cœur des stratégies d'adaptation car elle est au cœur des changements climatiques. Elle sera le principal vecteur de bouleversement ressenti et vécu par les populations. De plus, par sa nature transversale, elle impacte l'ensemble des secteurs du développement. Le tableau que j'avais présenté est revenu sur ça. Par rapport au secteur de l'eau potable, nous avons des stratégies qu'il faut mettre en œuvre. Notamment, nous avons parlé de la gestion intégrée de l'eau, mais il faut véritablement prendre ces questions en charge. Sinon, il y aura des moments où on aura beaucoup plus de problèmes pour fournir de l'eau potable à nos populations. Maintenant, également, l'eau agricole. Nous avons déjà parlé de ces questions-là. C'est crucial, on ne peut pas faire de l'agriculture sans eau. Donc, il faut prendre en compte rapidement ces questions-là pour pouvoir apporter des solutions.
mais également les questions de l'assainissement qui sont au cœur des questions du changement climatique parce que ça impacte la santé. Si on ne prend pas en compte rapidement ces questions d'assainissement, il y aura de plus en plus de maladies et de plus en plus de problèmes pour nos populations. Et aussi la préservation des écosystèmes. On dit que plus les changements climatiques augmentent de manière rapide, plus les espèces ont du mal à s'adapter. Mais quand ça prend plus de temps, de manière naturelle, parce qu'on a dit que les changements climatiques, même de manière naturelle, il y aura des augmentations de température, mais même avec ça, les plantes auront assez de temps pour s'adapter à ces conditions-là. Aussi bien la teneur en sel dans l'eau que d'autres facteurs également qui les impactent. Maintenant, je vais présenter juste quelques initiatives. Je prends le Sénégal, qui est un pays aussi très vulnérable pour les questions de ressources en eau. Et le Sénégal a formulé et adopté un plan d'action pour la gestion intégrée en eau, le PAGIR, qui est assorti d'un programme d'action prioritaire couvrant la période 2008-2015, qui est géré par DGPRE, la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau au Sénégal. Et également, à la fin de ce premier programme, le gouvernement a initié l'actualisation pour aller jusqu'en 2025, avec l'appui de la GIZ et d'autres partenaires également qui ont travaillé pour faire des études de vulnérabilité sur ces différents secteurs-là. Et ces images proviennent de l'ONVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui, à travers le niveau du bassin du fleuve Sénégal, est en train d'apporter des solutions pour l'accès à l'eau aux populations. Et cela montre, et puis l'image, il faut rappeler qu'on arrive à avoir de l'eau avec un système solaire. Donc on prend en compte également les questions d'atténuation, d'énergie, mais on fournit également de l'eau potable aux populations. Et il y a des comités de gestion qui sont mis en place, qui permettent de gérer tout ça pour pouvoir entretenir un peu les infrastructures. Et là, c'est une initiative de la FAO, qui avait été initiée par l'ancien DG de la FAO au Brésil, quand il était encore ministre de l'Agriculture. C'est un système qui permet de recueillir l'eau de pluie au niveau des zones qui n'ont pas assez d'eau, et pour permettre après aux femmes d'utiliser ces eaux-là pour les cultures maraîchères et autres. Donc ce système également, c'est un système très très dynamique et que la FAO au niveau ouest africain est en train de développer dans les pays du Sahel. Et ce dernier diapositive revient un peu sur l'initiative que nous avons développée au niveau de l'IPA avec CRES, qui est également un centre de recherche et qui a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates, qui traite un peu des questions d'assainissement. Donc recueillir un peu les bouts de vidange et le stockage, collecte, transport, traitement jusqu'à la réutilisation dans l'agriculture, comme compost et autres. Donc tout ce qui est déchets sont transformés et utilisés pour l'agriculture. Donc en conclusion, on peut dire que dans un contexte de vulnérabilité des ressources en eau, il est nécessaire de mettre en place des stratégies d'adaptation qui doivent promouvoir l'économie en eau, afin de réduire la vulnérabilité des populations et des secteurs connexes à la ressource en eau. Et pour ce faire, il faut intégrer les changements climatiques dans nos programmes et dans nos politiques de développement. Donc il faut qu'on prenne en compte véritablement ces questions de changement climatique depuis la planification des activités. Et cela permettra véritablement de renforcer, d'être renforcé à travers aussi des études, des recherches qui sont menées, qui permettent aux populations et aux décideurs de se baser sur des données probantes, des évidences, pour pouvoir élaborer des politiques. Donc en termes de recommandations, on recommande d'augmenter les infrastructures de stockage d'eau, parce qu'il y a beaucoup de pertes par ruissellement, donc il faut augmenter ces infrastructures. Également utiliser les pratiques favorisant l'économie de l'eau. Il y a les systèmes d'irrigation goutte à goutte qui permettent d'optimaliser un peu les besoins de la plante, de traiter et d'utiliser les eaux usées, parce qu'on a beaucoup d'eau également qui sont perdues dans ce sens, qui peuvent être réutilisées dans l'agriculture, et investir dans l'irrigation en prélevant davantage des eaux de rivières et des aquifères, et gérer la demande, réviser les régimes alimentaires, parce qu'il y a des régimes alimentaires qui nécessitent beaucoup d'eau, donc il faut révisiter tout ça pour qu'on puisse les adapter un peu au contexte actuel. Et pour finir, c'est de mettre en place
des politiques qui favorisent l'utilisation des eaux pluviales. Parce que c'est important, on a beaucoup de pluie en Afrique et il faudrait qu'on puisse utiliser ces eaux-là pour l'irrigation et permettre à nos producteurs d'assurer leur sécurité alimentaire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et je vous remercie également pour les interventions parce que ça montre que vous avez accordé beaucoup d'intérêt à ce que nous avons présenté. Je crois que je vais revenir néanmoins sur 4 points, mais de manière très rapide. Le premier point, c'est les quantités d'eau qui sont utilisées pour produire 1 kg de céréales. Ce que j'ai dit, c'est que ça tourne entre 500 et 3000 litres par rapport à l'évapotranspiration. Ça dépend des types de plantes et ça dépend des types de sols, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais il faut rappeler que quand nous parlons de production végétale, c'est que les plantes utilisent beaucoup d'eau. Et en Afrique, c'est beaucoup plus élevé parce qu'on dit avec les statistiques que plus de 70% des ressources en eau, de l'usage des ressources en eau, sont alloués à l'agriculture. Et en Afrique, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a une consommation de luxe. C'est-à-dire quoi? Quand l'eau est disponible, nos parents agriculteurs, ils ont tendance à apporter tout ce qu'ils peuvent faire à la plante. Et souvent, la plante n'a pas besoin de toutes ces quantités-là. Donc, il est important de pouvoir quantifier, de renforcer les capacités de ces producteurs-là pour utiliser de manière optimale la quantité d'eau. Donc, ces questions vraiment de rationalisation de l'utilisation de l'eau me paraissent très importantes. Le deuxième point, c'est les solutions. Bon, par rapport un peu aux questions de bonnes pratiques dans l'élevage. Je pense que mon cher co-panéliste est revenu là-dessus, c'est qu'il y a 2 types d'élevage. Quand on est dans l'élevage intensif, on est obligé de mettre en place des points d'eau pour permettre au bétail de pouvoir s'abreuver. Mais aussi, il y a des systèmes dans certains pays, comme le Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, où on avait l'initiative du ranch de Doli. Ceux qui connaissent un peu le Sénégal ont entendu parler de ça, où ils avaient mis des parcours pour le bétail et il y avait des cartographies des zones en fonction de la saison où ils peuvent avoir de l'eau. Il y a même des messages SMS qu'on a envoyés et des informations à la radio. J'ai eu la chance de faire une évaluation de ça, où on envoyait des informations climatiques aux radios rurales et qui doivent diffuser ces informations-là pour permettre aux éleveurs de s'orienter un peu vers la qualité d'eau. Parce qu'on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de conflits dans ces questions-là avec les agriculteurs et les éleveurs. Et ce n'est pas simplement au Sénégal, je pense que c'est valable dans beaucoup de pays d'Afrique, où il y a des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. L'autre problématique, c'est la problématique de l'accessibilité de l'eau. Il y a des zones en Afrique où on a beaucoup d'eau. Je pense que notre cher ami de la Guinée ne va pas me démentir. Mais l'eau peut être disponible sans être accessible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies qu'il faut qu'on mette en place pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau. Donc ces stratégies-là sont fondamentales si on veut un peu résoudre ces questions de disponibilité en eau potable, d'eau d'irrigation. Il m'est arrivé une fois d'aller vers la zone de Kolda, au sud du Sénégal, où on a beaucoup d'eau, mais nous avons dit des producteurs qui ne sont pas loin de l'eau, mais qui ont du mal à irriguer leur parcelle. Parce qu'ils n'ont pas ces moyens-là, ils n'ont pas le système qu'il faut pour tirer l'eau à côté et l'amener au niveau de leur parcelle. Donc ça nécessite aussi beaucoup de moyens financiers pour que ces producteurs puissent avoir les mécanismes et les outils nécessaires pour pouvoir utiliser l'eau de manière optimale. Aussi, pour ces questions de disponibilité, M. Diallo est revenu sur les questions de synergie entre les différents pays. Parce qu'il y a des zones où il y a de l'eau où ils peuvent permettre à d'autres pays ou à d'autres régions d'avoir accès à l'eau. Je crois que c'était un peu l'initiative de l'OMVS dans le bassin du fleuve Sénégal qui, à travers la charte de l'eau, permet à ces différents pays-là de mettre en place des outils et des mécanismes réglementaires pour permettre à chacun d'avoir la quantité d'eau en fonction des besoins nécessaires pour pouvoir subvenir aux demandes de la population. Maintenant, le dernier point, c'est par rapport à la question de financement. Je crois que là aussi, on est revenu beaucoup là-dessus. C'est une question pour moi de formation. Parce que nos organismes qui sont accrédités, déjà, ne sont pas très nombreuses, mais aussi les personnes qui sont en charge de l'élaboration de ces projets-là, souvent, ne prennent pas en compte réellement les résultats de la recherche, les zones qu'il faut pour pouvoir élaborer ces politiques-là.
Si on prend juste les questions de l'eau, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont, à mon avis, des projets de développement qui ne sont pas forcément liés au changement climatique et qu'on essaie de mettre dans ces, voilà, de mettre dans ce pipeline. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à financer ces initiatives-là. Donc, il est important qu'on puisse revoir un peu réellement les impacts des changements climatiques et qu'est-ce que nos projets peuvent apporter au changement climatique. Et de manière très bénéfique, à mon avis, pas simplement sur les questions d'adaptation, mais voir aussi les co-bénéfices. Parce que quand on parle de négociations, je crois que ceux qui ont l'habitude de participer aux négociations climatiques, les pays occidentaux veulent toujours nous amener sur les questions de co-bénéfices. Ça veut dire qu'ils veulent cacher l'atténuation, mais on l'appelle co-bénéfice parce qu'ils veulent que ce qu'on adapte, ce qu'on applique comme technique d'adaptation puisse aussi servir un peu de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on soit également conscient de cela pour pouvoir voir comment prendre ces questions-là en compte pour pouvoir véritablement bénéficier de ces financements-là. Parce que c'est des négociations souvent qui sont très longues. Et je crois que le dernier point, c'est faire un appel un peu dans le cadre de la recherche. Parce que l'élaboration de nos projets, à mon avis, nos décisions au niveau politique doivent être basées sur les résultats de recherche. Il faut que ça soit basé sur la science. Et c'est cela qui nous permettra de planifier sur le long terme. Parce que souvent on met les infrastructures, mais on remarque que la population augmente, donc les besoins augmentent. Et si les projets ne sont pas adaptés, ils ne sont pas dans le long terme, et après c'est des investissements qu'on effectue et qui ne pourront pas véritablement servir sur le long terme. C'est ce que j'avais comme élément de réponse. Je vous remercie. Merci.